Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast dans lequel nous parlons des problèmes et des enjeux du monde du travail et des profondes transformations qu'il est en train de vivre. Je m'appelle Anders Johnson et je travaille au sein de l'Organisation internationale du travail à Genève. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fait la une des journaux et qui préoccupe bon nombre d'entre nous depuis le début de l'été, la chaleur et ses conséquences. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur l'ensemble de la planète. Il est évident que ces températures toujours plus élevées ont des conséquences énormes sur l'environnement, mais elles ont également des conséquences très graves pour le monde du travail, car le stress thermique affecte non seulement les travailleurs, en particulier ceux qui travaillent à l'extérieur, mais aussi les entreprises et donc nos économies. Si nous devons apprendre à vivre avec des températures plus élevées, qu'est-ce que cela signifie donc pour le monde du travail? Pour le savoir, je suis accompagné de Nicolas Maître, économiste au département de la recherche de l'OIT. Nicolas est également l'un des principaux auteurs d'un récent rapport de l'OIT sur le stress thermique. Nicolas, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, commençons par votre rapport sur le stress thermique. Comment définir le stress thermique? Qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, quand on parle de stress thermique, on parle d'une situation où il fait trop chaud pour travailler, ou tout du moins trop chaud pour travailler à un rythme normal. Il dépend non seulement de la température, mais aussi de l'humidité, du rayonnement du soleil et du vent. Le stress thermique, il représente un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et une défense naturelle du travailleur pour lutter contre le stress thermique, c'est de ralentir le travail, prendre plus de pauses ou limiter le nombre d'heures de travail. Ouais. Et toutes ces mesures, en quelque sorte, ont pour effet de réduire la productivité. Donc, à partir de quelle température est-ce que le stress thermique se manifeste-t-il, qu'il devient un problème? Eh bien, selon les estimations, le travail commence à ralentir et donc la productivité commence à être perdue à des températures supérieures à 24-26 degrés. Ah ouais, aussi bas que ça? Aussi bas que ça, ouais. C'est vraiment là où on commence à perdre de la productivité. Mais à 33-34 degrés, la performance du travailleur, elle peut chuter jusqu'à 50%. Suivant le type de travail, par exemple dans les types de travail intenses physiquement. Donc, est-ce que le stress thermique se produit-il donc que si l'on travaille en plein soleil, par exemple? Non, alors en fait, il y a plusieurs facteurs qui influencent le niveau de stress thermique. En réalité, on peut dire qu'il y a deux catégories de facteurs, les facteurs environnementaux d'un côté et les facteurs liés au type de travail. Okay. Concernant les facteurs environnementaux, il y a déjà la température. Ouais. Mais ensuite, il y a aussi l'humidité. Plus il y a d'humidité, plus le sentiment de chaleur est présent. Il y a aussi la radiation du soleil, si on est directement exposé aux radiations du soleil ou pas, et la vitesse du vent. En termes de facteurs liés au type de travail, le stress thermique se fait ressentir de manière plus importante avec l'intensité physique, donc l'intensité de l'effort physique du travailleur. Mais il y a aussi les vêtements et les équipements de protection qui peuvent jouer un rôle. Les jobs où il est nécessaire de porter des vêtements de protection plus épais rendent le risque plus important. Ouais. Et puis, il y a la chaleur produite par les machines qui peuvent aussi jouer un rôle important. Donc, les secteurs qui sont normalement, je pense, associés le plus avec le stress thermique, c'est l'agriculture et la construction. Là où les personnes généralement travaillent à l'extérieur, mais d'après vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce problème, le problème ne se limite pas vraiment seulement à ces deux secteurs. Ça touche d'une manière ou d'une autre tout le monde. Oui, alors en effet, de manière générale, on parle souvent de l'agriculture et de la construction comme les deux secteurs à risque. Et d'ailleurs, les estimations le montrent bien. On voit qu'au niveau mondial, 60% de toutes les pertes de productivité, elles sont perdues dans le secteur de l'agriculture et 19% dans le secteur de la construction. Donc, en effet, ces deux secteurs sont vraiment à risque. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité dans l'industrie et dans les services qui peuvent être à risque. Par exemple, on peut penser dans le secteur manufacturier, dans des usines qui sont mal ventilées avec pas d'air conditionné. Ouais.
et où il y a des machines qui créent elles-mêmes de la chaleur, par exemple. Mais aussi aux travailleurs dans le traitement des déchets, dans le sport, militaire ou les officiers de police, par exemple. Ouais, moi, je me rappelle même durant les pires moments de la pandémie de Covid, il y avait des histoires d'infirmières, des docteurs avec toutes les protections qui se mettaient. Avec la chaleur, ils perdaient connaissance. Donc, exactement, ouais. On peut penser aussi aux travailleurs dans les cuisines, avec les fours, les plaques chauffantes, etc., qui créent beaucoup de chaleur et donc qui rendent les conditions de travail difficiles. Donc, ça touche également les travailleurs de l'économie informelle, donc les vendeurs de rue, etc., qui sont, d'une certaine manière, ceux qui ont le moins de capacité d'adoption, n'est-ce pas? Oui, en effet. En fait, pour ces travailleurs informels, qui sont très souvent des travailleurs indépendants, une perte de productivité, une réduction du temps de travail, une réduction de l'intensité de travail, elle va se traduire directement en perte de revenus pour ces travailleurs-là. Souvent, ce sont aussi des travailleurs qui n'ont pas accès à des assurances accidents ou des assurances maladie. Est-ce que ça les pousse donc à prendre plus de risques d'une certaine manière? Exactement. Du fait que ça se traduit directement comme une perte de revenus, ça va les pousser à prendre plus de risques, à continuer à travailler malgré des conditions difficiles. Et derrière, avec un manque d'assurance maladie, d'assurance accident, ça peut les mettre vraiment dans des situations terribles. Donc, lorsque l'on examine les pays les plus touchés, on constate que ce sont souvent ceux où il y a déjà présent des déficits en manière de travail décent. Il l'avait déjà mentionné, il n'y a pas de protection sociale, il y a beaucoup de travailleurs informels ou un grand nombre de travailleurs qui travaillent dans la pauvreté. Donc, il s'agit d'une certaine manière aussi d'une question de justice sociale, car le stress thermique accroît l'inégalité, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça. Donc, dans les estimations qu'on a pu faire dans notre rapport de 2019, on a bien vu que les pays les plus affectés, avec des pertes de productivité allant jusqu'à 8% de toutes les heures de travail, étaient souvent concentrés dans les régions où il existe ce déficit de travail décent, donc avec, comme vous l'avez dit, moins de protection sociale, plus de travailleurs vulnérables, plus de travailleurs pauvres et un secteur informel important. Et par exemple, parmi les 10 pays les plus touchés au monde, 8 d'entre eux font partie du groupe des pays les moins avancés économiquement. Ouais. Et donc, ça exacerbe les inégalités non seulement entre les pays, et puis aussi au sein des pays, parce que les travailleurs, comme on l'a dit, les travailleurs informels dans l'agriculture, etc., sont aussi les plus affectés. Les plus affectés. Donc, est-ce que nous devrions considérer le stress thermique aussi comme une question de sécurité et de santé au travail? Oui, bien sûr, c'est une problématique de sécurité et de santé au travail. En fait, un niveau de chaleur excessif, il peut entraîner des risques accrus d'inconfort, de lésions et de maladies pour le travailleur. Donc, il y a cet aspect direct de l'impact du stress thermique. Ça peut aller de formes bénignes comme une légère insolation ou un coup de soleil jusqu'à des formes plus graves de déshydratation et même, dans certains cas, des coups de chaleur potentiellement mortels. On l'a souvent entendu. Mais il y a aussi des risques plus indirects du stress thermique qui sont liés à l'augmentation du risque de blessure ou du risque d'accident. On peut par exemple penser à la transpiration des paumes des mains ou bien des lunettes de protection qui sont embuées, mais aussi les vertiges qu'on peut avoir liés à la Donc il y a plus de chances que le travailleur va faire tomber quelque chose sur soi-même ou se blesser à cause de ça. Donc il y a plus de chances plus de risques d'accident, exactement. J'ai lu récemment que, par exemple, en Grèce, il y a des travailleurs qui sont mis en grève à cause du fait qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de protection durant les pires moments de la journée. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste une question de se dire, oh, il fait trop chaud, entre guillemets, c'est frustrant pour moi de travailler dans la chaleur, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux. Oui, qui peut être très dangereux, et ça relève aussi l'importance du dialogue social, quand on voit justement qu'ils se mettent en grève. Donc, ça montre l'importance d'avoir une discussion autour de ces problématiques entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements. Donc, nous avons parlé des conséquences pour les travailleurs individuels, mais il est évident aussi qu'il y a des conséquences pour les employeurs. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Par exemple, je pense à l'effet du stress thermique sur la productivité.
Oui, alors en fait, dans ce rapport de 2019 sur le stress thermique, on en a calculé l'impact du stress thermique sur la productivité au niveau mondial, régional, mais aussi dans les différents pays du monde, pour 2 années, 1995 et 2030. Et on a constaté qu'avec le changement climatique, le stress thermique il devient plus fréquent et les pertes de productivité, elles augmentent fortement. En fait, en 2030, on estime qu'au niveau mondial, 2,2% de toutes les heures de travail seront perdues en raison du stress thermique, ce qui équivaut à une perte de 80 millions d'emplois à plein temps. Waouh, ok, ça c'est énorme. C'est important, ouais. Entre 1995 et 2030, on passe d'une perte de 1,4% à 2,2% de toutes les heures de travail, ce qui montre l'effet du changement climatique sur cette période entre 1995 et 2030. Il faut aussi noter que ces estimations sont plutôt à la baisse parce qu'on se base sur un scénario d'augmentation des températures de 1,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc c'est des estimations très conservatrices. Exactement, parce qu'on sait maintenant que la probabilité qu'on passe les 1,5 est très grande. Alors, que pouvons-nous faire à ce sujet? Commençons peut-être par les travailleurs ou les employeurs. Que peuvent-ils faire? Alors, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, ils doivent collaborer dans le cadre du dialogue social pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation. Ouais. Les travailleurs et les employeurs, ils sont très bien placés pour mettre en œuvre ces mesures sur le lieu de travail. Par exemple, ils peuvent mettre en place des mesures telles que un nombre adapté de pauses quand il fait très chaud, un accès adapté à l'eau, des horaires de travail mieux adaptés, une rotation accrue des employés, donc des travailleurs, mais aussi des vêtements, comme on en a parlé, des vêtements plus adaptés. Et si on parle maintenant des travailleurs, les travailleurs ont aussi un rôle à jouer. Ils peuvent mettre en place différentes actions individuelles pour réduire la chaleur, comme par exemple boire fréquemment, mais aussi se surveiller. S'assurer que le collègue n'est pas en train d'avoir un problème. Exactement. Et aussi, ils peuvent faire part de leurs préoccupations vis-à-vis du stress thermique à leurs employeurs, parce qu'ils sont le mieux placés pour savoir s'ils peuvent continuer de travailler ou non. Et ils peuvent aussi, j'imagine, donner des idées, des options de différentes choses qu'ils pourraient faire pour s'adapter. Exactement, oui. Qu'est-ce que peuvent faire de plus les gouvernements? Oui, alors les gouvernements, ils jouent un rôle très important en fournissant des informations aux travailleurs et aux employeurs et en créant surtout un cadre juridique qui est approprié pour protéger les travailleurs contre le stress thermique. Par exemple, ils peuvent fournir des informations sur les niveaux de chaleur à venir pour mieux se préparer aux vagues de chaleur, mais aussi sur les risques associés au stress thermique et sur les mesures à prendre. En plus de ça, ils peuvent aussi investir dans les infrastructures, l'infrastructure, en développant des bâtiments plus adaptés aux chaleurs extrêmes et des systèmes de prévention rapide qui permettent de mieux préparer et prévenir les vagues de chaleur. Ouais. Je suppose que quelqu'un, on dit, faire tous ces changements que l'on recommande va coûter beaucoup trop cher. Alors, quelle est la réponse à tout ça? Je pense qu'il y a deux aspects dans la réponse. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on voit bien que des situations climatiques telles qu'on est en train de les vivre avec des températures avoisinant les 40, 45 degrés dans certaines parties de la planète, ça nécessite de mettre en place des mesures. C'est pas des problèmes, on va dire, qui vont disparaître demain facilement. Non, bien au contraire, c'est des problèmes qui vont s'accentuer avec le changement climatique. Ouais. Et puis la deuxième partie de la réponse, c'est que il y a des pertes financières associées à ces pertes de productivité. On estime justement que ces 2,2% d'heures de travail perdues d'ici à 2030 équivalent à 2400 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Waouh! Ouais. Donc, ne rien faire, c'est beaucoup plus cher comparé à l'adaptation nécessaire. Exactement. Alors, lorsque vous avez commencé à travailler sur ce rapport, c'était il y a quelques années, donc les gens, j'imagine, ne parlaient pas vraiment beaucoup du stress thermique. Et soudain, en l'espace de quelques années, il semble que nous sommes confrontés à ce problème
tous les étés. Est-ce que vous êtes surpris par la rapidité avec laquelle ce phénomène est apparu? Oui et non. Je dirais que quand on a commencé à travailler là-dessus, comme vous l'avez dit, il y a 6 ans en arrière, ici à l'OIT, il y avait peu de littérature sur le sujet. On n'en parlait pas beaucoup, les médias n'en parlaient pas tant que ça. Et puis on a vu vraiment une croissance exponentielle du nombre d'articles, de recherches, mais aussi d'une couverture médiatique beaucoup plus importante. Et je pense que c'est d'une part lié à la présence du phénomène qui est lié au changement climatique. On voit que les canicules, les vagues de chaleur augmentent en fréquence, augmentent en intensité et aussi en longueur. On le voit en Europe, dans les pays tempérés, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et la deuxième chose, c'est que on est tous affectés. Il y a tout le monde même si on n'est pas affecté directement, peut-être quelqu'un n'est pas affecté directement, il a forcément quelqu'un qui connaît, un ami, un collègue ou de la famille qui est affecté par le problème. Donc ça touche réellement tout le monde et toutes les couches de la population. Et je pense que ça explique cet engouement, enfin cet intérêt des médias pour le sujet. Et j'imagine que vous êtes donc toujours en train de faire encore des recherches là-dessus. Oui, on continue à travailler sur le sujet. On est actuellement en train de développer de nouvelles recherches qui vont être publiées dans le futur. Et on collabore beaucoup avec des experts mondiaux sur le sujet pour développer ces recherches. Génial. Donc, si vous voulez consulter le rapport sur lequel Nicolas a travaillé, il s'intitule en français « Travailler sur une planète plus chaude, l'impact du stress thermique sur la productivité et le travail des sols ». Vous pouvez le trouver sur le site web de l'OIT. Donc, Nicolas, merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et bonne chance dans la poursuite de vos recherches. Merci. Et à notre public, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que vous nous rejoindrez bientôt pour un autre podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Au revoir.